Émission et perception d'un son avec des illustrations issues du livre scolaire. Alors, l'air est constitué de molécules qui, à une certaine température et à une certaine pression, sont agitées, bien sûr, mais espacées entre elles d'une certaine distance moyenne. Et si on crée une vibration, ici avec un haut-parleur, on va avoir des zones de détente des molécules d'air et des zones de compression de molécules d'air qu'on va mieux voir sur cette animation. Alors ici, ça serait plutôt non pas une propagation d'un son dans l'air avec des molécules désordonnées, espacées, mais dans un solide, là où par exemple une barre de fer, là où les atomes sont régulièrement disposés les uns par rapport aux autres. Eh bien, le son, c'est ceci. Si une vibration de la membrane du haut-parleur crée une perturbation dans le matériau, eh bien, chaque atome va pousser son voisin, qui pousse son voisin, qui pousse son voisin, et ça fait comme ceci une zone de surpression qui se déplace. Si on passe à une oscillation régulière, eh bien, on va avoir une oscillation régulière de toutes les molécules. Et si on revient ici à un gaz, bah, c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus, il y a le mouvement désordonné de toutes les molécules d'air. Les sons, alors pour résumer aussi, on va donner la définition d'une onde, hein, c'est le déplacement d'une perturbation sans déplacement de matière, c'est-à-dire que les molécules d'air restent à peu près sur place pendant que l'onde, elle, passe du haut-parleur jusqu'à l'oreille. Les sons et leur propagation. Donc un son est créé à la base par la vibration rapide d'un objet, comme les cordes d'une guitare, les ailes d'un insecte, etc. Alors ces vibrations font souvent un son de très faible intensité et une caisse de résonance dans les instruments, par exemple, sert à amplifier le son, et on va voir tout à l'heure à en modifier aussi ce qu'on va appeler le timbre, c'est-à-dire l'impression auditive qu'on ressent en écoutant le son. Alors, le son se propage à une certaine vitesse. Il y a une vibration initiale qui est transmise de proche en proche, comme on vient de le voir, entre atomes ou entre molécules. Et voilà, comme une hola dans un stade, la vague se déplace, mais les supporters ne l'accompagnent pas dans le son. Alors, un signal sonore, c'est un phénomène de déplacement d'une perturbation de proche en proche dans un milieu matériel et sans transport effectif de matière. Cette définition, on pourrait aussi dire, même si le nom n'est pas utilisé ici, que c'est tout simplement la définition d'une onde sonore, mais il existe d'autres types d'ondes que les ondes sonores. Alors l'onde sonore nécessite un milieu de propagation, ça peut être un solide, un liquide, ça peut être toutes sortes de choses, mais par contre dans le vide, il n'y a pas de molécules ou d'atomes qui peuvent vibrer, donc il n'y a pas de propagation du son. Sur la Lune, on n'entend rien et il ne peut pas y avoir de sensations auditives dans le vide. Alors on appelle la vitesse de propagation du son célérité, et dans l'air, c'est à peu près égal à 340 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est beaucoup plus rapide, et oui, c'est normal, les molécules sont beaucoup plus proches les unes des autres, et dans les solides, c'est encore plus rapide parce que les molécules sont proches et aussi liées toutes les unes aux autres, donc dès qu'une molécule vibre, elle fait quasi immédiatement vibrer sa voisine, enfin du moins très très vite, et c'est pour ça que ça fait une propagation beaucoup plus rapide que dans l'air, parce que dans l'air, à chaque fois qu'une molécule ressent la perturbation, eh bien, comme elle ne touche pas sa voisine, il faut le temps qu'elle aille jusqu'à rencontrer et heurter une autre voisine pour transmettre la perturbation de proche en proche. Exemple de calcul. Si on émet un son face à une falaise, alors on va entendre un écho, mais au bout de combien de temps? Eh bien, il faut que le son fasse les 160 mètres à l'aller puis au retour. Et dans ce cas, la durée totale du trajet se fait en utilisant la formule. Alors c'est une formule vitesse du son, on peut parfois utiliser la lettre C comme célérité. Vitesse du son, c'est une vitesse, distance divisée par temps. Donc on isole le temps, il est en haut, il passe de l'autre côté du signe égal en haut, tandis que la vitesse du son passe en bas. Alors on se retrouve avec cette formule. La distance, c'est 2 fois 160 mètres, parcouru à 340 mètres par seconde, et on obtient
une durée de 0,941 secondes. Et voilà, c'est très perceptible. Donc c'est le phénomène d'écho que certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté. Alors, un microphone peut convertir un signal sonore en signal électrique. C'est-à-dire que le microphone, c'est l'inverse du haut-parleur. On a vu tout à l'heure que le haut-parleur, on faisait vibrer une membrane avec une impulsion électrique. Et le microphone fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que le son arrive sur une membrane qui le fait vibrer. Et cette vibration va être convertie en signal électrique. Alors c'est un signal électrique qui change au cours du temps. Et c'est pour ça que quand on regarde un son de près, on voit une oscillation. Et cette oscillation au cours du temps, enfin du moins ça permet de visualiser l'oscillation puisqu'on visualise la tension au cours du temps, mais cette tension dépend de l'oscillation à un endroit donné qui évolue au cours du temps. Alors certains logiciels permettent de voir que un son est caractérisé par une certaine forme, un motif élémentaire qui se répète. On va pouvoir, en analysant ce son, définir ce qu'on appelle la période et la fréquence. Alors la période, elle se lit sur l'abscisse. La période, c'est la durée d'un motif. Par exemple, la durée qu'il y a entre cette pointe et cette pointe-là. Voilà. Donc ça se lit... alors c'est souvent utile de mesurer sur le graphique plusieurs périodes. Par exemple, si on regarde le temps qui s'est écoulé entre ce point-là et 1, 2, 3, 4, ce point-là, on a une durée plus longue et on divise par 4 puisqu'on a pris 4 motifs pour avoir la durée d'un motif qui est la définition de la période. C'est la durée du plus court motif qui se répète identique à lui-même. La période s'exprime en secondes. Et la fréquence, quant à elle, elle se calcule avec f égale 1 sur t et elle correspond au nombre de périodes par seconde. Si par exemple j'ai un son de 100 Hz, ça veut dire qu'il y a 100 motifs chaque seconde, 100 vibrations chaque seconde de la membrane du haut-parleur ou de la membrane du microphone. La fréquence s'exprime en Hertz si le temps est en secondes. Alors quand un son est aigu, on parlera il sera associé à une fréquence élevée alors qu'une fréquence grave donne un son grave. C'est la fréquence qui définit ce qu'on appelle la hauteur du son. La hauteur du son, c'est un terme un petit peu musical, c'est parce que les notes plus aiguës sont représentées plus hautes que les notes plus graves. Mais par contre, quand deux instruments jouent la même note, comme on parlait tout à l'heure de la guitare ou d'un piano ou d'un violon, eh bien, même si on fait jouer à tous ces instruments une même note, on peut identifier une différence. La fréquence n'est pas que la seule caractéristique d'un son. Une autre caractéristique du son, c'est son timbre. Le timbre d'un instrument, c'est l'ensemble des caractéristiques du signal qui permettent de se distinguer ce son d'un autre son. Et typiquement, si je regarde un motif ici sur cette courbe verte, je vais avoir une certaine forme de motif. Ça va correspondre à un certain son. Par exemple, un piano. Alors qu'une autre forme de motif va être associée au son qu'on donne plus classiquement, par exemple, à une guitare. Ici, on montre deux signaux qui, alors non, ils n'ont pas tout à fait la même fréquence, mais voilà ce qui distinguerait deux notes jouées avec des instruments différents. La période serait identique. Ce n'est pas tout à fait le cas ici, mais par contre, la forme du motif serait complètement différente. Voilà, ça, c'est pour définir le timbre. Et si on récapitule, les trois grandeurs qui caractérisent le son sont la période T en secondes, la fréquence qui est l'inverse de la période, et le timbre qui est caractérisé par la forme du motif et qui va être associé à une source sonore émettrice particulière, par exemple piano, violon ou voix humaine, etc. Alors, le son et l'oreille. Nous n'entendons pas toutes les fréquences. Les sons plus graves que 20 Hz ou plus aigus que 20 kHz ne peuvent pas être ne peuvent pas être entendus par les humains. Mais bien sûr, ces valeurs peuvent varier d'un individu à l'autre et il y a les fréquences audibles aussi qui se réduisent avec l'âge. En dessous de 20 Hz, on parlera d'infrasons
donc des sons de fréquence plus basse que le minimum audible. Et ce qui est plus connu, on parlera d'ultrasons quand la fréquence est au-delà des fréquences classiquement audibles, c'est-à-dire 20 kHz. Mais par contre, ces fréquences non audibles peuvent être audibles par certains animaux. Voilà, par exemple, les chiens sont connus pour entendre des sons très très aigus au-delà de 20 kHz. On peut résumer tout ce qu'on vient de dire avec ce petit schéma. Donc on a alors les graves, les médiums, les aigus. On va à chaque fois de 20 à 200, de 200 à 2000, de 2000 à 20 000. Ça, c'est tout le spectre audible. Et en dessous, il y a une partie inaudible qu'on appelle les infrasons. Et au-dessus, une partie inaudible qu'on appelle les ultrasons. Classiquement, une voix humaine est autour des 1000 Hz. Un son est 2 fois plus intense si la source sonore vibre avec une amplitude 2 fois plus grande. Pourtant, il ne sera pas perçu 2 fois plus fort par l'oreille. L'oreille ne réagit pas proportionnellement à l'intensité de l'onde sonore. C'est pour ça que on a défini une échelle qui s'appelle l'échelle de niveau d'intensité sonore L, qui s'exprime en décibels, qui est généralement connu de tous. Mais en fait, ce qui caractérise cette échelle, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité. C'est-à-dire qu'un son de 100 décibels n'est pas du tout 2 fois plus fort qu'un son de 50 décibels, par exemple. Il y a une petite variation. En fait, quand un son double d'intensité, il n'augmente, son niveau d'intensité sonore n'augmente que de 3 décibels. Voilà. Alors, on a parlé de l'amplitude d'un signal. Tout à l'heure, on a étudié le signal plutôt sur son axe temporel. Quand on regarde sur l'axe vertical, alors on va parler de l'amplitude d'un signal. Alors, si c'est un signal électrique, cette amplitude va se mesurer en volts. Mais puisque cette tension est l'image d'une représentation de la perturbation qui se mesurerait en pression, par exemple, et bien l'amplitude pour un signal sonore, typiquement, c'est plutôt une pression en pascal. Mais cette grandeur est hors programme. On définit simplement l'amplitude comme la grandeur qui oscille au cours du temps. Et ici, sur un graphique où on a transformé le son en tension, et bien cette amplitude sera tout simplement une tension. Voilà l'outil qui sert à mesurer le niveau sonore, un sonomètre qui permet d'avoir une mesure chiffrée de cette sensation auditive qu'on a tous naturellement avec l'oreille. L'onde sonore peut représenter un danger si le niveau d'intensité sonore est trop élevé. 0 décibel, c'est vraiment le seuil d'audibilité, c'est-à-dire qu'en dessous on n'entend rien. Par contre, une conversation, 40 décibels, c'est quasiment le silence. Ça serait le silence d'une classe avec quand même quelques bruits qui restent, ça fait quand même 40 décibels. Une conversation, c'est 60. Un bruit assez fort, dans cette échelle qui serait qualifié de fatigant, c'est ce qu'on entendrait dans une cantine, etc. Et en salle de spectacle, alors on passe à 100 décibels. Et au-delà de 100 décibels, alors ça devient dangereux, voire douloureux. Ça serait par exemple l'avion qui décolle. Fin de ce cours.